Bonjour à tous. On va démarrer, la conférence suivante. Alors, désolé pour la petite répétition parce que j'ai déjà pris la parole dans la conf précédente, mais je le redis pour les nouveaux arrivés. Et merci d'être si nombreux présents ce matin au premier jour du Stratégie Festival. C'est la 6e édition du Stratégie Festival. Le Stratégie Festival, finalement, c'est 2 jours de talks, de conférences et de grands prix. Ce midi, par exemple, il y a dans la grande salle des prix, au fond, il y aura le Grand Prix du design. Mais c'est aussi un espace qu'on a voulu, un espace de coworking que vous retrouvez à droite en fait de la salle, où vous pouvez vous poser, parce qu'on a tous besoin un peu de travailler en même temps, on a un boulot, donc on pouvait vous poser et vous restaurer en même temps, donc pour assister après à d'autres conférences ou à des grands prix si ça vous intéresse. C'est aussi une application qu'on a lancée cette année, donc Strategy Events, sur laquelle vous pouvez vous connecter et aussi vous connecter aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, s'ils le souhaitent et si vous le souhaitez. Donc ça, c'est possible de le faire, c'est nouveau. Vous retrouvez également tout le programme, bien sûr, du festival sur cette application. Voilà, je vais essayer de faire plus court que tout à l'heure. Juste vous dire qu'on est ravis d'être là avec vous, qu'on a fait un petit coup. On est content d'avoir réédité le premier numéro historique de Stratégie. Il date de 1971, octobre 1971. On y parle déjà des mêmes noms d'agences que celles qu'on connaît aujourd'hui, de Publicis, d'Avas. Quelques marques ont disparu parce qu'on parle de la Woolmark, par exemple, qui n'existe plus. Vitel, etc. Mais vous pourrez retrouver et acheter ce numéro à la sortie. On a créé un kiosque cette année. Vous pouvez vous procurer ce numéro à la sortie dans le hall là-bas. Il y a même un crieur qui se promène pour vendre. Vous entendrez sa voix tout à l'heure pour vendre ce numéro de Stratégie. Voilà, on en est très fiers. Donc, n'hésitez pas à soutenir Stratégie, à vous abonner parce qu'on a besoin de votre soutien pour continuer à exister et à faire un travail de qualité comme on essaie de le faire tous les jours. Voilà, bonne conférence à tous. Et puis, je vais donner la parole à Didier Siamour, qu'on peut applaudir. Merci Gilles. 1971, tu n'étais pas là encore. Alors, deuxième édition pour ces directions marketing championnes de l'IA. Ravi, l'an dernier, j'étais déjà là pour en présenter une dizaine. Cette année, ils sont 9 que nous avons sélectionnés, qui viennent de tous les secteurs, hein, de l'automobile à la grande distribution spécialisée, de l'énergie à l'hôtellerie, de l'assurance à l'immobilier commercial. Donc avec des tailles très différentes du grand groupe international à la société implantée localement. On va voir ça ensemble. Je voulais juste avant vous donner une petite info. Je ne sais pas si vous avez vu passer début septembre dans la newsletter de Stratégie. Il y avait une enquête qui a été réalisée par Epsilon, l'entité qui appartient au groupe Publicis, auprès de 300 responsables marketing en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et elle nous disait, grosso modo, que cette étude, que les marketeurs français sont plutôt en avance dans l'adoption de l'intelligence artificielle comparé à leurs homologues anglais et allemands. Je ne connais pas les chiffres par cœur, il faut que je les regarde avant tout. Il y avait près d'un marketeur sur 5 qui avait atteint ce qu'ils appellent le statut de leader dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il était capable de développer ses propres modèles et d'utiliser des solutions d'IA autonomes pour piloter les campagnes de bout en bout. Ils sont simplement 17% en Allemagne et 13% au Royaume-Uni. Et près de la moitié des personnes interrogées affirment que les investissements en IA contribuaient déjà à leur croissance, à la croissance de leur chiffre d'affaires. Dans celles qui ont déjà intégré l'IA dans leurs opérations marketing, 42% constataient une baisse des coûts de l'acquisition client, 37% observaient une réduction du gaspillage média. Et dans les 22% des organisations qui se disent encore au stade exploratoire en termes d'intelligence artificielle, 55% anticipent une hausse des revenus, 40% une réduction du gaspillage média. Notons que même un quart des personnes interrogées autorisent déjà des outils d'intelligence artificielle à prendre certaines décisions de manière autonome. Donc, ça veut dire déjà qu'on confie un certain nombre de décisions de pilotage à des outils. Alors, parmi les freins au développement, on les connaît tous, hein, c'est les coûts d'implémentation qui sont élevés, le manque d'expertise en interne et les défis d'intégration. On va pouvoir vérifier ça avec nos invités, les 9 invités, donc directeurs marketing. Mais avant cela, je vous donne la parole à Samira Bouhani, qui est directrice marketing de la Business Unit Solution Marketing à La Poste. Je vous laisse parler pour nous expliquer.
Merci Bonjour. Didier. Et Bonjour. nous expliquer pourquoi vous êtes partenaire justement de cette séquence. Oui, alors déjà, bonjour à tous, bienvenue à cette super table ronde. Donc, je suis Samira Bouhani, directrice marketing de la Poste Solutions Business. Alors, pourquoi la Poste est partenaire de Stratégie? Alors, Stratégie, on a vu, vous avez quelques décennies. La Poste, c'est un petit peu plus vieux puisqu'on a 400 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a plus de 400 ans. Alors, évidemment, on pourrait se dire, quand on a 400 ans, on aime la routine. Eh bien, pas du tout. La Poste, on innove depuis 400 ans. Depuis 400 ans, on surfe sur les vagues, on explore les nouvelles technologies, les nouveaux territoires. Et donc, c'est aussi ça qui a fait notre longévité. Alors évidemment, on a surfé sur la vague de la data. Il y a déjà quelques décennies, on a surfé sur la vague de l'IA et très rapidement, on a exploré l'IA et l'IA générative. Évidemment, on l'a fait avec nos valeurs, l'humain au cœur de l'IA. On l'a fait de façon très pragmatique. On ne reste pas 400 ans quand on n'est pas pragmatique et qu'on n'innove pas en recherchant la valeur business de la technologie. Et donc, il y a un domaine dans lequel on a très vite vu le potentiel de l'IA, c'est le marketing et la communication. Très rapidement, on s'est dit, il va falloir explorer le champ des possibles pour nos clients marketeurs et communication. Donc effectivement, avec la marque La Poste Solutions Business, on accompagne tous les jours des directeurs marketing, des directeurs de la communication, des directeurs CRM dans leur stratégie de communication et de marketing pour avoir de l'impact et dans l'adoption des nouvelles technologies telles que l'IA et l'IA générative. Alors tu le disais Didier, on est les champions de l'adoption. C'est vrai, en France, on n'a pas à rougir, on est plutôt bon, donc bravo à tous. Effectivement, on a vu des entreprises françaises explorer le potentiel de l'IA générative, et malgré tout, on a des études qui montrent que l'adoption, elle est assez hétérogène, on a encore beaucoup à progresser. Nous, à la Poste, on est convaincus qu'en fait, c'est que dans l'intelligence collective, dans le partage, qu'on peut véritablement aller justement traverser les bouleversements qui s'opèrent et qu'on peut être bon. Donc, être partenaire pour nous, c'est naturel. On adore partager les bonnes pratiques, ce qui a un peu bien moins marché, il faut le dire. Et donc, on est naturellement partenaire de cet événement qui combine la puissance de l'IA générative, la créativité et nos envies marketing. Donc moi, j'ai très hâte de découvrir les témoignages de nos super champions de l'IA. Merci beaucoup, Samira. Donc, la première personne qu'on va appeler, c'est Jean-Yves Minet, qui est brand président des marques milieu de gamme et économique chez Accor. Bonjour. Prenez le micro. Jean-Yves, installez-vous. On va s'installer quand même. Je vais garder quelques minutes. Je me suis dit que j'étais numéro 8, mais en fait, hop, paf, premier. Non, j'ai pris l'ordre alphabétique des entreprises. Voilà, comme ça, il y a... D'accord. Et Accor, voilà, vous êtes en tête. Donc, certains pourront deviner quelle est leur place pour défiler ici. Alors, Jean-Yves, on s'est parlé. D'ailleurs, vous retrouverez les interviews avec toutes les personnalités qu'on va accueillir dans le prochain numéro de Stratégie. Ils nous ont déjà accordé une interview. Et donc, ça nous a permis un peu de voir de quel sujet on allait parler. J'ai retenu un chiffre dans nos échanges. 58% des hôteliers dans le monde ont déjà intégré une forme d'intelligence artificielle dans leurs opérations. Ils seront 75% d'ici 2026, donc l'année prochaine. Et chez Accor, vous êtes déjà à 71%. Ça veut dire pour vous que c'était vraiment un axe prioritaire ? Absolument. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fierté. Je dirais que oui, en effet, le réseau Accor de nos hôtels déjà intègre des notions de l'IA et des applications de l'IA à la hauteur de 71% par rapport à 58% sur l'ensemble du secteur. C'est quelque chose, alors l'IA, c'est nouveau pour beaucoup, mais pour notre groupe, on a intégré ça déjà il y a pas mal d'années. Et l'IA, parce qu'on va parler beaucoup de techniques marketing, évidemment, s'applique sur le marketing, mais pas que. Sur les opérations, sur la gestion des flux, sur le gaspillage alimentaire, etc. Donc, dans le groupe Accor, c'est quelque chose vraiment au cœur de notre stratégie, absolument. Et alors, vous avez une notion chez vous, un concept, c'est celui d'hospitalité augmentée. Donc, votre marketing s'organise autour de ce concept. Expliquez-nous l'idée et comment l'intelligence artificielle peut y contribuer. Bien sûr. Donc, l'hospitalité augmentée, elle part un petit peu comme la Poste, on a un groupe avec beaucoup d'héritage et l'innovation a toujours été au cœur de nos valeurs. Et aujourd'hui, avec l'IA, mais pas que, évidemment, avec l'IA, l'hospitalité augmentée, c'est quelque chose que l'on a introduit qui en veut dire
qu'on arrive à enrichir en fait l'expérience du consommateur, aussi bien dans les hôtels qu'en ligne, les campagnes, etc., à travers une meilleure expérience, un meilleur service. C'est quelque chose que l'on a sur lequel on a beaucoup travaillé. Ça fait 10 ans qu'on expose au salon Vivatech depuis 2016. Qui est vraiment au cœur, qui présente des innovations. Et l'hospitalité augmentée, aujourd'hui, se sert de l'IA comme outil pour justement améliorer ses expériences de consommateurs, que ce soit dans la communication ou dans l'expérience de l'hôtel, grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Avec la mise en place, j'imagine, de services, de produits innovants. Vous avez des exemples? Absolument. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est sur la gestion du gaspillage alimentaire. On est tous évidemment très concernés par rapport à ça, des dimensions CSR. Donc, on a travaillé en partenariat avec une startup qui s'appelle WinNow, qui en fait améliore les flux opérationnels de la gestion de la restauration, et notamment sur les achats et le gaspillage alimentaire. Donc, comment ça marche? On arrive en fait, en utilisant de la data passée, à prédire un peu la consommation des repas des clients à l'intérieur de nos hôtels, et donc avec une meilleure prédiction de cette consommation, on arrive à moduler en fait les achats et donc diminuer le gaspillage alimentaire. Ça passe aussi avec WinNow en fait à une traduction. On arrive à prendre un menu de restaurant et ça se traduit en un impact de consommation de CO2. Et donc après, en publiant ça avec nos clients, ça leur permet de prendre des décisions plus responsables dans leur choix de menu. Donc si on mange de la viande rouge, il y a plus de consommation de CO2 par rapport à du poisson ou par rapport à un menu plant-based. Et donc tout ça, ça nous permet de diminuer le gaspillage. Un autre exemple, ça c'est l'application FullSoon, pour être très exact. La deuxième, c'est WinNow. Alors WinNow, c'est aussi dans le gaspillage alimentaire. Je confonds toujours les deux noms, désolé. WinNow, en fait, c'est des balances intelligentes et on arrive en fait à mesurer le taux de déchets qu'on a dans nos hôtels. On a des buffets, on a des restaurants, etc. Et en fait, c'est ces balances qui sont connectées avec un système d'IA et qui arrivent à prédire en fait les besoins futurs en termes de restauration de nos consommateurs. Voilà, ces deux exemples. Alors, vous nous citez des marques, des entreprises avec lesquelles vous travaillez dessus. Ça veut dire que quand on est dans cette démarche d'intelligence artificielle, j'imagine que ça peut intéresser un certain nombre de personnes dans la salle. C'est comment on choisit les partenaires avec qui on va travailler? Oui. Alors, évidemment, nous, on travaille avec beaucoup de startups. On fait tout un screening sur leurs capabilities. Il faut savoir que dans la société, dans le modèle économique de Accor, beaucoup de nos hôtels sont des franchisés, en fait. Donc, nous, on apporte des marques et on apporte aussi des solutions opérationnelles, des services. Et donc, en fait, dans cette hospitalité augmentée, on va choisir des startups qui vont nous aider à amplifier et à surtout accélérer le déploiement de nos solutions, parce qu'il est évidemment très coûteux et très long de développer ça en interne. Et donc, on fait beaucoup en externe et en partenariat notamment. Alors, quand on parle d'avenir de l'IA, 89% des consommateurs, c'est vous qui m'aviez donné ce chiffre, souhaitent utiliser l'IA pour faciliter leur futur voyage, et 81%, paradoxalement, 81% des individus ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur la manière dont les entreprises utilisent leurs données personnelles. Comment on se situe entre ces deux tendances? On voit qu'il y a quand même une appétence pour utiliser ces outils et en même temps, il y a une certaine méfiance. Comment vous essayez, dans le groupe Accor, de vous positionner entre les deux? Ouais. Alors, je pense que ça, c'est un enjeu qui n'est pas que pour l'hôtellerie, mais qui est un enjeu pour n'importe quel des marketeurs aujourd'hui qui est sur le marché, quel que soit, ça transcende toutes les industries. En fait, l'IA nous permet évidemment une meilleure gestion des big data et donc une ultra personnalisation des messages pour les consommateurs. Ça nous permet aussi d'avoir
des champs sémantiques prédictifs. Donc, on sait en gros, qu'est-ce qui va plaire aux consommateurs. Nous, dans le domaine de l'industrie de l'hospitality, il y a toute une recherche du voyage qui se fait en ligne. Et donc, d'avoir le bon message avec sur le bon canal de distribution média qui parle au bon consommateur, c'est très, très important. Et donc, tout ça, en fait, ce qui est important, c'est que cette ultra personnalisation, elle s'accompagne aussi un peu d'une crainte des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit par des études, c'est que les gens, je vais le dire en anglais, little bit freak out. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a une intrusion sur ma vie privée. Alors oui, j'ai besoin que j'ai la bonne image, le bon message. Quand vous êtes une famille et que vous cherchez un voyage en famille, il faut avoir une photo de famille. Et si c'est une seule personne, ce n'est pas relevant. Si vous cherchez un voyage romantique et qu'on vous met quelque chose avec une photo de famille, c'est pas ça. Donc, il faut toujours une ultra personnalisation. Mais en même temps, les consommateurs sont un peu réfractaires parce qu'une trop fine compréhension de ce dont a besoin le consommateur fait peur. Et donc, je pense que c'est tout l'enjeu des marques, et encore une fois, ça transcende les industries, c'est comment on arrive à trouver l'équilibre entre l'ultra-personnalisation, la segmentation très fine, mais d'un autre côté, ne pas être intrusif dans la vie privée des gens. Merci beaucoup, Jean-Yves Minet, donc pour le groupe Accor. Merci à vous pour votre témoignage. Dans cet ordre alphabétique, après, nous avons donc retenu les aéroports de Paris, ADP, et donc j'appelle Caroline Blanchet, qui est directrice marketing du groupe. Bonjour Caroline, installez-vous. Alors, vous avez un chat ADP chez vous aujourd'hui, qui est utilisé par 4000 à peu près des 6000 collaborateurs qui sont sur la région parisienne. Il y en a 23 000 dans le monde, je crois, à peu près, des collaborateurs. Racontez-nous un peu comment ce système a été mis en place chez ADP. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous, on a souhaité utiliser l'IA générative évidemment au sein du groupe avec un usage sociétal classique. Les collaborateurs utilisaient des outils open source, et donc l'idée c'était de se dire, nous en tant que société étatique avec des données extrêmement importantes et sécuritaires, comment est-ce qu'on protège en fait nos flux de data et nos échanges. Donc en fait, c'est passé par la création d'un chat, effectivement, qu'on a appelé chat ADP, voilà, pas très original mais efficace, sur lequel évidemment l'ensemble de nos collaborateurs l'utilisent à la fois pour du quotidien, aide à rédiger des mails, des machins, etc. Mais surtout, ça nous aide aussi à avoir un gros transfert du savoir de nos équipes. On est chez ADP dans une pyramide des âges où on va avoir un renouvellement massif des collaborateurs dans le groupe, avec évidemment un savoir-faire qui a été engrangé, une expérience qui a été engrangée depuis des années. Et en fait, de pouvoir déverser un certain nombre de savoirs d'un certain nombre de collaborateurs qui vont en fait quitter l'entreprise, ça nous permet aussi d'archiver et d'engranger tout un savoir-faire individuel au profit du collectif. Donc ça nous permet ça aussi au sein du groupe. C'est à la fois un outil utile au quotidien, mais aussi un outil bibliothèque, entre guillemets, pour demain. Ça nourrit l'archivage, la documentation en fait, autour de l'activité. Oui, et au-delà de l'archivage et de l'activité, c'est comment demain on va utiliser cette data qui a été poussée par des gens pour le nourrir en fait. Comment on va l'utiliser demain aussi pour le futur. C'est un peu l'objectif. Alors, chez ADP, comme dans de nombreux aéroports, un de vos enjeux, c'est la fluidification des flux. Expliquez-nous comment l'intelligence artificielle peut améliorer justement cette fluidification. Alors, chez Groupe ADP, nous, on pense qu'il y a un peu deux moments à l'aéroport, et je pense qu'on l'a un peu tous vécu quand on prend l'avion. Il y a le moment de ce qu'on appelle avant embarquement, globalement, où en gros, est-ce que je suis au bon endroit, donc l'accès à l'aéroport, est-ce que j'y arrive, les grèves, les accès, les machins, bon, c'est assez pénible.
Le deuxième moment qui est assez stressant aussi pour le passager, qui est de peser sa valise. Est-ce que je vais dépasser les kilos, et on se voit là ouvrir sa valise et se dire allez, je mets les couches pour essayer d'alléger le truc. Donc un moment aussi stressant en fait pour le passager. Un autre moment stressant qui est le post-inspection filtrage, où on se dit j'ai bien oublié un briquet, une bouteille d'eau, un truc. Donc pareil, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont trouver. Et puis le summum du stress, c'est un peu la police aux frontières quand vous faites un vol international. Bon, on a envie de plaider coupable, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc du coup, tous ces moments-là, on sait que d'un point de vue marketing, on ne va pas pouvoir apporter de stimuli marketing et d'expérience client en tant que tel à un passager. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est simplifier le parcours du passager pour passer toutes ces étapes pénibles et qui resteront pénibles, mais le moins pénibles possible. Et donc, au-delà de notre stratégie d'hospitalité globale où on souhaite avoir des expériences augmentées pour nos passagers, ce qu'on va mettre en place, et on s'est équipé de l'IA pour ça, c'est comment l'IA nous aide à piloter nos flux, puisque finalement, on est une société de logistique, hein, on doit faire passer des passagers d'un point A à un point B en sécurité avec cette notion de temps et de ponctualité. Et donc, forcément, l'IA va nous aider à faire ça. On l'utilise par exemple pour prédire les flux. Et donc, par exemple, on va avoir des outils où on a un flux de clients qui sont en train d'enregistrer leurs valises. On sait qu'ils vont se retrouver ensuite à l'inspection filtrage et on va pouvoir donner ordre d'ouvrir plus de lignes, par exemple, de poste d'inspection filtrage. Donc, on est vraiment dans une utilisation de l'IA prédictive pour nous permettre d'améliorer en fait la fluidité et l'orientation des passagers. Alors ça va servir en interne aux équipes pour prédire en effet où mettre le personnel pour gérer au mieux ça. Ça veut dire aussi une information personnalisée pour les passagers. Oui, effectivement. Alors, on a eu toute une refonte de notre site web et de nos systèmes applicatifs dans lequel on a plugué justement ces modules d'IA pour permettre d'avoir des temps réels, par exemple. Il va, pour passer la frontière, pour passer l'inspection filtrage, il vous faut 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça, c'est basé sur ces outils prédictifs en fait en temps réel. Et donc, ce qui permet d'avoir effectivement un accompagnement, un peu un compagnon de voyage, qui vous permet en fait d'avoir un tout petit peu plus de maîtrise du temps, ce que recherche le passager à ce moment-là dans son expérience. C'est-à-dire, je vais me connecter avec mon téléphone, je vais aller solliciter, je dis j'ai un vol à telle heure, combien de temps il me faut avant d'être dans l'avion? Exactement. Vous rentrez votre numéro de vol, puisque vous savez le vol, et puis vous allez être accompagné avec des temps d'attente, par exemple, de passage. Alors, depuis 2 ans, ADP, vous avez développé votre marque d'hospitalité qui s'appelle Xtime. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le service client, justement? Oui. Alors, un peu pour rebondir sur ce que je disais, donc on pense qu'il y a 2 temps à l'aéroport, le temps de la pénibilité, donc je vous l'ai expliqué. Mais après, il y a un temps d'attente. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé un peu tous ces trucs pénibles, en fait, je dois attendre de pouvoir monter à l'avion. Et en moyenne, chez Aéroports de Paris, c'est une attente de 2 heures. C'est-à-dire qu'un passager attend en salle d'embarquement 2 heures en moyenne. Ça peut être beaucoup plus long pour des passagers vulnérables. Quand on voyage en famille avec des enfants en bas âge, on s'y prend un peu à l'avance pour ne pas presser, etc. Ou des voyageurs en correspondance. On va avoir des correspondances longues. Ça peut être beaucoup plus court, notamment pour les clients business qui vont chercher, qui connaissent les parcours et qui vont chercher à optimiser leur temps au réel. Et ce temps d'attente, en fait, il était subi et on s'est dit, mais c'est trop dommage, il ne faut pas qu'il soit subi, il faut qu'il soit choisi. Et donc, on a créé une marque d'hospitalité et de retail qui s'appelle Xtime, qui est là pour proposer toute une expérience au passager pendant son temps d'attente, autour de lieux extrêmement beaux où on refond des salles d'embarquement avec des designers d'intérieur avec cette idée, et je rebondis sur ma vie précédente à Accor, de faire des hôtels où on ne dort pas, pour le coup, mais donc plutôt des lobbies d'hôtels. Et une offre évidemment augmentée, qu'elle soit de shopping, de restauration, de divertissement, etc. Mais évidemment aussi avec un troisième pilier qui est la relation humaine. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, on a beau avoir un lieu très beau, une carte très très bonne, si le service n'est pas là, il manque quelque chose. Et donc c'est pareil à l'aéroport, dans des lieux qui sont extrêmement gigantesques, où on a des communautés aéroportuaires qui travaillent dans plein de segments. Celui qui travaille au duty free, c'est pas celui qui travaille à la restauration et c'est pas celui qui travaille à l'orientation. Et en fait, le passager, il s'en fiche en fait de qui l'accueille. Il ne sait pas que derrière, il y a une société A, une société B, une société C. Et donc notre sujet, c'est comment on fait en sorte que ce soit le plus sans couture, que ce soit sans couture pour le passager.
Et donc de connaître notre passager à l'avance, d'avoir sa data, d'avoir ce qu'il aime, d'avoir même une idée de la destination où il va, puisqu'il en a son numéro de vol, etc., va nous pousser grâce avec des outils d'IA, etc., à pousser effectivement un contenu ultra personnalisé qui lui correspond. Je prends un exemple. Je prends un vol pour Emirates et du coup, je vais au terminal 1. Ce qui va me pousser, on va lui pousser toute l'expérience possible de shopping, de retail, parce qu'on sait que son précédent voyage, il a acheté des parfums, et donc les nouveautés qui ont été poussées ce jour-là. Donc l'idée, c'est de lui pousser et de le stimuler, avec évidemment une notion de « on va occuper ton temps », et évidemment, pour nous qui sommes des boîtes lucratives malgré tout, augmenter nos paniers moyens de consommation pour nos passagers. Merci beaucoup, Caroline. Le temps passe très vite. Et désolé. oui, merci. 3 questions. Merci à vous. Alors, si on suit toujours l'ordre alphabétique, je vais appeler Benoît Lamberti, qui est directeur marketing et expérience client B2C du groupe EDF. Bonjour Benoît, installez-vous. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors vous, chez EDF, si on parle de relations clients, il y a un chiffre que vous m'avez donné, c'est 20 millions de contacts par écrit, par téléphone par an. Oui, c'est ça. À peu près. En quoi l'intelligence artificielle vous aide à gérer cette problématique, à gérer ce flux en fait de contacts? Alors, elle est essentielle et je vais développer. Effectivement, on a 23 millions de clients en France, un peu particulier. Logiquement, si vous êtes représentatif du portefeuille, 7 personnes sur 10 dans cette salle a son contrat d'énergie chez EDF. Et souvent, en moyenne, un client appelle une fois par an. En fait, c'est une vraie moyenne. Certains appellent beaucoup plus. Le sujet, c'est que le client qui nous appelle, puisqu'on est une boîte de service, il veut forcément que sa demande soit traitée vite et bien. Et là, le problème, c'est de pouvoir identifier très rapidement l'objet de sa demande et de pouvoir l'orienter vers le bon conseiller. On a 5000 conseillers en France, des internes et des externes. Et pour réussir à bien orienter, parce que tout le monde n'a pas la même compétence, on a une GPEC assez compliquée côté conseiller, on a mis en place un préfiltre IA sur l'ensemble des flux entrants. C'est-à-dire que depuis 2 ans, tous les demandes entrantes adressées à EDF, qu'elles soient par écrit ou à l'oral, sont d'abord analysées, canalisées et orientées par IA. Et ça a permis de gagner forcément de la performance opérationnelle, parce que ça nous évite d'avoir des taux de réappel ou des raccrochés. On a mesuré qu'on a gagné à peu près 15% de raccrochés là-dessus. Et de la SAT client, parce que de fait, quand vous arrivez enfin à trouver, dès le premier coup, à trouver le bon conseiller qui va pouvoir vous sortir de la panade dans laquelle vous êtes, eh bien, de fait, ça augmente la SAT de l'ordre de 7 points. Alors, sur les périodes compliquées, comme des événements climatiques, les hausses de consommation et de tarifs aussi, ça arrive. On l'a vu Parfois. Ces dernières années. L'intelligence artificielle prédictive est-elle mise à contribution par vous, justement, oui, pour vos équipes? Bien sûr, parce que quand on parle de 20 millions de contacts entrants, rien n'est linéaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas 60 000 appels par jour en moyenne sur 6 jours ouvrés. C'est comme ça, parce que nous, on est ouvert de 8h à 20h sur les plateaux clients et du lundi au samedi. Bien sûr, ça ne se passe pas de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un événement très conjoncturel, une tempête, une crise climatique, et malheureusement, elles sont de plus en plus fréquentes. On peut avoir des évolutions réglementaires et de taxes ou autres qui viennent effectivement perturber et questionner nos clients. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles. On peut avoir, en janvier-février, on avait la meilleure offre du marché, j'en profite quand même pour le dire, et on a eu un pic d'appels, on n'avait jamais eu ça, 122 000 appels en une journée. Donc là, l'accès n'a pas supporté, on ne peut pas prédire ça. Mais c'est très intéressant de pouvoir capter ces éléments-là pour pouvoir les intégrer dans nos modèles de prédiction, parce qu'effectivement, je ne suis pas le premier à en parler, mais sur les flux, il y a un vrai sujet de temps réel pour nous, parce que quand le client appelle, il veut tout de suite avoir sa réponse. Il ne veut pas qu'on lui dise, écoutez, temporisons ça, dans 3 semaines, on vous revient. Donc effectivement, on a un enjeu là-dessus. On le travaille déjà depuis de longues dates, beaucoup avec l'analyse des historiques. Les calendriers sont très structurants, les éléments de jours fériés, de vacances, de température aussi sont paradoxalement très structurants. Là, on a engagé cette année un nouveau projet qu'on appelle le jumeau numérique. Ce jumeau numérique a pour objet de remodéliser, de reprendre l'historique de nos interactions avec les clients et d'y réinjecter une IA gène et de l'IA prédictive pour voir si on peut trouver des corrélations qu'on ne sait pas nous déterminer ex ante. Parce que le vrai sujet, c'est que parfois on ne sait pas maîtriser ce qui se passe. Donc il faut qu'on puisse avoir cette capacité de mieux modéliser, mieux anticiper. Donc oui, c'est essentiel dans notre métier. Alors, vous le disiez, vous avez à peu près 7 clients sur 10 abonnés particuliers en France à l'offre énergie.
Néanmoins, vous êtes sur un marché quand même concurrentiel. Hein. Il y a des opérateurs qui sont apparus ces dernières années. En quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui vous aide notamment dans tout ce qui est marketing publicitaire? On sait qu'il faut être challengé sur les offres, etc. Le marketing publicitaire, pour cela, l'intelligence artificielle, comment vous faites? Oui, alors nous, on n'a pas 400 ans, on en a 80. On a aussi une position un peu particulière dans l'histoire. Mais c'est vrai que le marché est ouvert depuis 17 ans. En fait, sur le marché particulier, c'est ouvert depuis 17 ans. On a des très gros acteurs qui sont rentrés, bien évidemment. Et en gros, un Français sur 5, il y a à peu près 34 millions de foyers en France, un Français sur 5 déménage. Donc à chaque fois qu'on déménage, les uns les autres, on se repose la question, quelle assurance, quel opérateur telco, quel fournisseur d'énergie, c'est tout à fait normal. Donc on a un flux très important, qui d'ailleurs, je pense, impacte pas mal de nos business ici, de déménageants. Donc on a vraiment l'enjeu de pouvoir bien les capter. Et dans le processus décisionnel sur des utilités, sur des services comme les nôtres, le poids du digital devient absolument essentiel. Donc on investit des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, et nos concurrents aussi, sur de l'acquisition digitale, bien sûr. Et je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure, on veut arrêter le gaspillage publicitaire. C'est-à-dire que moi, l'approche carpet bombing, on se met de partout et on essaie de voir ce qu'on capte, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé avec notre agence média et des partenaires moteurs de recherche, dont certains assez connus, pour injecter de la first party data dans nos manières de cibler en display, en SIA, nos achats, et de ainsi augmenter ou diminuer plutôt le coût d'acquisition et augmenter notre performance commerciale. Et ça, on a mesuré à peu près un 15 points d'augmentation sur le dernier semestre. Et une réduction du coût d'acquisition. Et donc une réduction du coût d'acquisition. D'accord. Merci beaucoup, Benoît Lambertier. Merci à vous. Posez, allez-y, merci beaucoup. Ça va très très vite, je sais, mais vous êtes nombreux. Je voulais enchaîner avec IKEA et Carole Félépa, directrice marketing, que nous sommes ravis d'accueillir. Installez-vous, Carole. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors, c'est bien, c'est qu'en entretenant avec vous en amont, j'ai appris plein de choses et j'ai appris notamment que IKEA Family, aujourd'hui, c'est 12 millions de membres en France à ce programme de fidélisation. Et donc, ça veut dire une énorme base de données, une base CRM. En quoi l'IA vous permet d'optimiser son exploitation aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est même 12,5 millions de membres en France. Et donc, ça représente un volume considérable de data. Et bien entendu, on a la volonté d'optimiser, d'offrir la meilleure expérience possible, la plus pertinente possible pour chacun de nos membres. Et eh bien, on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire en sorte d'être le plus pertinent possible pour chacun des membres, notamment au travers d'un ciblage marketing plus pertinent et qui renouvelle l'approche traditionnelle de ce ciblage et de cette segmentation. Comment vous avez opéré justement? Je crois que vous avez rentré pas mal de critères, développé des outils pour être toujours plus pertinent. Oui, absolument. Alors, avec notre agence de CRM, VML, on a souhaité développer un outil pour optimiser justement ce ciblage marketing. C'est un modèle prédictif qui est basé sur une vingtaine de caractéristiques qui concernent eh bien, l'historique d'engagement que l'on a avec chacun de nos clients. Et donc, on a cherché à identifier les membres le plus à même d'ouvrir nos newsletters, le plus à même ensuite d'acheter suite à l'envoi de ces newsletters. Et donc, eh bien, on a développé ce modèle à partir d'une vingtaine de ces caractéristiques et obtenu un bel uplift puisque on observe 12% d'acheteurs en plus par rapport à un ciblage traditionnel. On a AB testé les deux façons de cibler ces membres IKEA Family et 10% de revenus en plus d'attribution à ces newsletters ainsi ciblés. Ça nous permet aussi d'optimiser la pression commerciale auprès de tous les membres IKEA Family et d'encore mieux activer les anciens clients, les clients inactifs. Donc une vraie optimisation de nos résultats grâce à l'optimisation de cette expérience et de la pertinence encore optimisée de chacune de nos interactions. Alors, il y a un autre outil, un outil que vous avez développé avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé, c'est cette possibilité de prendre une photo de son intérieur avec l'appli qui s'appelle IKEA Creative et qui vous permet de tester en fait qu'est-ce que je vais pouvoir faire chez moi avec l'assortiment IKEA. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter dessus, de combien aujourd'hui il l'utilise, la progression, qu'est-ce que ça vous donne aussi comme information, en quoi ça vous fait progresser en fait dans la relation client notamment?
Alors oui, IKEA Créative, c'est une app qui permet à chacun des utilisateurs eh bien d'abord de scanner son intérieur. Donc je scanne ma maison. Et puis après cette étape-là, je vais être capable de positionner, de visualiser donc les produits IKEA dans mon intérieur avec mes meubles, puisque je suis capable de le positionner avec mon mobilier existant en remplacement d'un de mes meubles. Je vois ce que peut donner ce nouveau sofa, puis j'en change la couleur. Donc voilà, c'est vraiment une expérience ultra personnalisée, très qualitative et très engageante avec la marque, effectivement. Et bien entendu, ça nous permet aussi, ce type d'expérience très personnalisée, eh bien, d'avoir accès à un certain nombre d'insights collectés évidemment dans tout le cadre éthique de la RGPD, d'avoir accès à un certain nombre d'insights qui nous permet d'encore améliorer notre compréhension de la vie à la maison, des challenges des Français à la maison, de leurs préférences, etc. Et donc finalement d'encore mieux travailler à notre objectif ultime qui est d'améliorer leur quotidien, leur vie à la maison au jour le jour. Dans le groupe, chez IKEA, quand on s'est parlé, vous m'avez dit bon, c'est pas ChatGPT qui nous a fait basculer dans l'intelligence artificielle. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec. Comment vous envisagez les prochaines étapes, les 2-3 ans qui viennent ? On l'a un peu dit, ce sont vraiment des outils, et ça restera des outils, mais qui dotent nos collaborateurs, notamment, de super assistants. Donc ça nous fait gagner un temps fou dans l'analyse, dans le diagnostic. Ça nous fait mieux nous concentrer sur les stratégies. Donc ça nous rend encore plus justes. Et puis, ça ouvre des voies, on l'a dit, j'en ai donné quelques exemples, à une relation encore plus personnalisée, encore plus qualitative. Donc, on n'a pas encore trouvé jusqu'ici, avant l'IA, ce paradigme-là de l'ultra-personnalisation dont on parlait encore. C'est une attente, mais c'est coûteux. Donc, il y a un ROI qui est compliqué à trouver. On a de nouveaux outils et de nouvelles perspectives avec l'IA notamment. Et puis, bien entendu, une expression aussi nouvelle, un service, un outil au service de la créativité également. Donc, on explore aussi avec nos agences ces nouvelles voies. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Alors, je vais faire mon mea culpa. J'ai dit que j'allais appeler les gens par ordre alphabétique et je ne connais pas mon alphabet puisque j'ai passé à Ikea et j'ai oublié Fnac Darty avec Florence Lemété. Désolé Florence, venez vous installer. Bonjour à tous et à toutes. Merci en tout cas d'être là. Merci à vous. Alors, vous, il y a une vraie actualité autour de l'intelligence artificielle. Vous avez officialisé début septembre le lancement, est-ce qu'on dit FD1 ou FD1, une structure conjointe avec Publicis qui dispose notamment d'outils d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous raconter la quintessence de FD1, comment vous l'avez élaboré et sa mise en route? FD1, en fait, est parti d'un constat chez nous, plutôt un constat de peur, en fait. On s'est dit, ouh là 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 là. Moi, j'ai vu l'IA arriver absolument dans toute la chaîne de valeur sur le marketing. Et je me suis dit, finalement, avec l'équipe que j'ai en place et avec les gens que j'ai en place, est-ce que je vais savoir prendre le train aussi vite que je veux le prendre, avec la vélocité qu'il faut avoir sur nos marchés aujourd'hui et avec la capacité à transformer nos métiers aussi vite que si finalement je le faisais avec un partenaire dont le quotidien de l'IA est beaucoup plus core business que pour nous. Et en fait, on a fait cette alliance en fait, où on s'est dit on va externaliser une partie de l'équipe marketing de Fnac Darty. Donc on a externalisé les collaborateurs qui, d'un contrat Fnac Darty, sont passés des collaborateurs Publicis. Donc c'est un process RH qui est social, qui est compliqué. Mais sur lequel, en fait, aujourd'hui, donc on a atterri avec une structure qui a ouverte le 1er septembre, là, il y a quelques jours, dans lequel, en fait, on a aussi bien une creative room, une social room, tous les leviers d'activation, qu'on parte du CRM, du print, tous les métiers, en fait, sont aujourd'hui représentés sur un plateau et effectivement, tous sont plus ou moins impactés par l'IA. L'IA dans le progrès que ça peut apporter évidemment dans la productivité, donc dans la manière de produire plus vite, moins cher, plus d'assets, etc.
mais également mieux, avec plus de personnalisation. Il y a beaucoup de sujets autour du CRM qui permettent d'avoir une personnalisation plus grande dans la générosité promotionnelle qu'on distribue, etc. Donc, ça nous fait faire des progrès en matière de productivité, des progrès en matière de performance commerciale. Bon, après, c'est le début, hein, ça a 15 jours, donc pour l'instant, c'est quand même un joyeux... Voilà. Ça se met en place, quoi. C'est ça. D'accord. C'est une 40aine de personnes, je crois, c'est ça que vous avez réuni? Ouais. Aujourd'hui, c'est une 50aine de personnes. Ouais, une 50aine de personnes entre. En fait, le secret de la réussite d'un truc comme ça, enfin en tout cas de ce qu'on imagine, c'est vraiment en revanche c'est pas Publicis qui doit se débrouiller dans son coin et je ferme le rideau. C'est vraiment une alliance des deux et c'est moi, mes collaborateurs qui sont restés et qui sont encore des collaborateurs Fnac Darty dans l'équipe marketing, 2 jours par semaine, ils sont sur le plateau d'FD1 et c'est vraiment l'alliance des deux qui va aider à faire fonctionner ce truc-là. C'est pas, on n'a pas externalisé le marketing et puis maintenant c'est Publicis qui se débrouille avec le marketing de Fnac Darty, c'est vraiment pas l'idée. En revanche, ils vont plus vite que nous sur ces sujets-là, oui. Donc, ça veut dire développer la réactivité, vous l'avez dit, avoir des gains de productivité, une réduction des coûts également, c'est dans les objectifs, il faut le dire. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est une réduction des coûts, mais c'est aussi une capacité à se concentrer sur des sujets qui, chez nous, chez Fnac Darty, sont plus core business, sur lesquels on est meilleur, et d'autres sur lesquels on admet que finalement, des professionnels sont certainement plus à même de nous accompagner plus vite que si on faisait tout seul. Aller chercher des compétences. Ouais. On parle souvent d'ailleurs il faut qu'il y ait justement une amélioration simultanée des compétences entre l'agence, l'annonceur, etc. Pour vous, c'est quelque chose d'important? Ouais, et je trouve que c'est un de nos gros challenges à tous les directeurs marketing qui sont dans la salle. C'est comment est-ce qu'on fait grandir ou accélérer nos équipes sur ces sujets-là. On a tous des plans de formation, évidemment, dans tous les sens, on forme nos équipes, etc. Mais en fait, quelqu'un qui est bon sur un sujet A aujourd'hui, qui sont des sujets de marketing plus, entre guillemets, traditionnels, etc. Est-ce qu'ils vont savoir être bons demain sur des sujets qui intègrent fortement de la data et de la performance commerciale au final? C'est pas toujours les mêmes expertises, donc il faut aussi réussir il y a un gros challenge, je trouve, d'accompagnement du changement dans les profils et dans la formation de nos collaborateurs qui est pas évident, je pense. L'intelligence artificielle, vous l'utilisez également dans la gestion des offres promotionnelles. Vous m'expliquez, vous avez ce concept de Customer Lifetime Value, donc, et c'est une démarche un peu très individualisée. Vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec l'intelligence artificielle? En fait, l'IA nous a aidés dans la capacité à développer des modèles prédictifs par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a fait tourner d'abord des modèles avec de la data pure, de qui sont nos clients, leurs fréquences, leurs valeurs, etc. On a travaillé la CLTV donc, de chacun de nos clients. Et en fait, qu'est-ce que vient faire l'IA là-dedans? En fait, ça nous aide à poser un modèle prédictif derrière vous ou derrière moi pour déterminer en fait quelle est la générosité promotionnelle que j'ai intérêt à distribuer à l'individu. Par définition, si je donne 10 € à Didier ou 10 € à Florence, l'impact sur la marge et l'impact sur ce que vous allez faire dans la durée, dans le comportement que vous allez avoir avec Fnac ou avec Darty va pas être le même. Et en fait, l'IA nous a aidé à ça, c'est en fait au fur et à mesure à entraîner nos modèles à avoir une prédiction de plus en plus fine sur le comportement que vous aurez et le comportement que moi j'aurai, de manière à se dire, Didier, il a plus de valeur que Florence parce que finalement, il va être plus fidèle dans la durée. Donc ça veut dire en tout cas qu'on rentre vraiment dans l'approche, comme vous disiez, individualisée, plus dans une approche purement promotionnelle. Ouais, tout à fait. Alors, l'un ne prend pas la part totalement sur l'autre, hein, parce qu'on continue à faire, comme tous les retailers qui sont peut-être dans la salle, de la promotion très massive aussi, parce que de toute façon, il faut aussi rester très mass market, mais on a énormément progressé sur ces logiques de personnalisation. Alors, vous êtes justement une marketplace importante également, avec Fnac et Darty. C'est aussi des magasins, des commerces. Comment aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un des principaux défis de l'intelligence artificielle, c'est de faire le lien entre le monde digital et le monde physique? Est-ce que c'est la concrétisation de ce qu'on entend parler depuis des années du phygital? Oui, mais je vais vous dire, à mon avis, pour nos clients, c'est déjà fait. En fait, le phygital n'est plus une notion qui existe. Le phygital, il est dans votre vie à tous, il est dans notre vie à tous sans même se poser la question. Je vais prendre l'exemple que prennent souvent la lettre de rupture.
La lettre de rupture, aujourd'hui, si vous devez faire une lettre de rupture, vous allez demander un petit coup de main à ChatGPT pour essayer de la prompter un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, avec un peu plus d'empathie, un peu plus de machin. Et puis, vous allez la redistribuer dans le monde réel, sans même vous dire que finalement, il y a cette... c'est pareil dans les magasins, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'expérience magasin qu'on cherche à mettre en place, dans l'expérience magasin entre le online et puis ce que vous allez vivre en magasin, et le online, en quoi est-ce qu'il peut s'inviter par l'IA aussi dans les magasins, typiquement, c'est la même chose, c'est-à-dire que le vendeur va prendre un rôle beaucoup plus humain, encore plus humain, d'empathie, de compréhension, de détection des besoins, mais sur une logique vraiment très émotionnelle, quand l'IA va faire le reste. Parce qu'on l'a vu dans l'outil que vous décriviez sur Ikea, où en fait, l'IA vient au service de l'intelligence technique, je vous dis n'importe quoi, vous allez demain scanner un QR code sur une machine à café, une broyeuse de Longhi, et vous allez avoir un chatbot IA qui va se mettre en place et qui va répondre à toutes les questions que vous avez, peut-être même d'ailleurs dans une discussion à trois, en trio, avec le vendeur, cette IA au milieu, cet agent conversationnel au milieu de nous, et en fait chacun trouve son rôle, l'un avec un rôle beaucoup plus émotionnel, l'autre avec un rôle beaucoup plus technique, et finalement donc je pense qu'il n'y a plus de frontières en fait aujourd'hui, la frontière elle n'existe plus. J'aurais retenu une leçon. Je n'ai pas eu l'occasion d'écrire une lettre de rupture depuis l'apparition de ChatGPT, mais je saurais où m'adresser. Je ne souhaite pas d'avoir Merci beaucoup, Florence. Mais merci c'est quand même à vous. Très efficace. Merci. Merci beaucoup. On va reprendre l'ordre alphabétique normal. Excusez-moi en tout cas d'avoir sauté. Et je vais appeler Christophe Dandois, qui est dirigeant, fondateur et directeur marketing de Léo Care. Bienvenue Christophe. Installez-vous. Ouais, bien sûr. Écoutez, c'est gentil d'être venu jusqu'à nous. En tout cas, ça n'a pas dû être simple. Alors, peut-être rappeler, parce que tout le monde ne connaît pas, ce qu'est Léo Care. Alors, on n'a pas 400 ans ni 80, on en a 5. 1 million de Français aujourd'hui ont l'application Léo Care sur leur téléphone. Un peu plus de 300 000 clients. Et donc, on équipe le foyer, que ce soit l'auto, la moto, l'habitation, les pets, enfin les animaux de compagnie et le vélo. Pourquoi on est heureux d'être là? Parce que c'est vrai que je pense que on est le sujet le moins drôle de tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein, on ne fait pas rêver, on n'a pas des beaux voyages et chez soi, on ne va pas aménager différemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'assurance vit une révolution, à la fois au niveau assurabilité. EDF, vous parliez tout à l'heure des problématiques climatiques, etc. C'est vraiment catastrophique aujourd'hui. Quand on parle d'assurabilité, c'est-à-dire qu'il y a des zones en France dans les 10-15 prochaines années qui ne seront plus assurables. Donc ça pose forcément des problématiques. Et comme l'assurance est obligatoire, ça pose un vrai sujet. Donc nous, l'IA, c'est comme un iceberg. Hein, il y a la partie visible, et on a préparé ensemble pour parler de quelques éléments visibles au sens génératif. Mais l'enjeu, il est avant tout la partie immergée en termes de modèles de données, puisque dans ce qu'on est en train d'expliquer, pour pouvoir être hyper personnalisé, tout en restant compétitif et réussissant à assurer encore les Français, il faut avoir une capacité à modéliser des modèles supervisés, non supervisés. Ce qui est intéressant quand on est une petite entreprise comme la nôtre, une jeune société, on n'a pas beaucoup dit auparavant, mais c'est la qualité de la donnée. Hein. On peut parler d'intelligence artificielle, d'IA, on peut parler de plein de choses comme ça, mais si la donnée n'est pas fiable, vous faites apprendre n'importe quoi. Hein. Et donc, tout le travail, je pense, qui coûte très cher souvent à des grands groupes, c'est la qualité de cette donnée. Hein, parce que c'est pas le tout d'avoir un modèle de données, c'est pas le tout d'avoir un outil CRM, etc. Vous savez très bien que suivant comment un agent remplit ou pas une information au client, eh bien, quand le modèle va revenir, il va sortir des bêtises. Hein. Donc, alors, ce qui est intéressant, quand on a discuté ensemble, vous m'aviez dit, c'est que vous êtes un challenger sur le marché, vous êtes arrivé il y a très peu de temps, vous êtes face à des mastodontes, et vous m'avez dit, il y a quand même justement, en parlant de la data, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de data disponible, de l'open data, qui va nous permettre de travailler justement et d'être plutôt compétitif par rapport justement à des géants. Exactement. Par exemple, tous les ans, le ministère du Transport, c'est pas l'Intérieur, c'est Transport, nous met à disposition gratuitement l'ensemble des coordonnées GPS des accidents corporels.
Malheureusement, en France, il y a à peu près 3000 personnes qui meurent chaque année. À chaque fois qu'il y a un accident corporel, qu'on déplace les pompiers ou autres, donc on pointe la partie GPS, tout ce qui est association routière, etc., partage des données. Et donc, oui, quand on a une taille, on a activé un peu plus de 350 000 clients, comment on est capable d'avoir la même capacité de data tout en étant plus hyper personnalisé que nos grands prédécessrices sur ce marché, c'est par la qualité technologique. Je pense qu'on parle beaucoup de l'IA, mais il ne faut pas oublier qu'on ne serait pas tous dans cette salle, surtout s'il n'y avait pas le cloud. Parce que souvent, on parle de chat GPT, etc. Mais la réalité, sans capacité cloud, on ne serait pas là. Et donc, tous les modèles mathématiques qui souvent datent des années 80, toute la capacité de mettre ce qu'on appelle des packages et l'évolution de Python qui permet aussi de rendre accessible au plus grand nombre d'entre nous ces modèles, c'est par le cloud qu'on est capable, nous. Je donne un exemple, parce qu'on est en marketing, en termes d'acquisition, on doit être les seuls en Europe aujourd'hui, on est connecté, il y a un format particulier que Google met en place, où tous les 5 secondes, on est capable de lui dire si on est satisfait ou pas de ce qu'il nous a envoyé. Donc c'est énorme d'être capable de tous les 5 secondes par rapport au flux de données, face à cette adresse mail, est-ce qu'on aime ou pas ces clients. Et donc oui, en effet, malgré notre petite taille, grâce à l'open data, grâce aussi à des enjeux réglementaires, ça nous permet de travailler à la fois sur la fiabilité de nos données et des datas publiques qui nous permettent d'aller extrapoler des modèles hyper personnalisés. Une autre particularité, ce que vous m'avez dit, le premier échange qu'on a eu dans notre discussion, c'est de me dire, oula, mais de toute façon, nous, on est dans un monde peu digitalisé. L'assurance, rappelez-vous, il a fallu attendre la suppression de la carte verte pour qu'on bascule vraiment dans le monde numérique. Donc, c'est aussi un avantage pour un challenger. Tout à fait. Pour ceux qui ont connu le début des années 2000 avec l'arrivée de la convergence dans les télécoms, l'IP convergence, on a fait le triple play. Puis après, les gens qui sont dans le média, on a connu la délinéarisation de la télé. On parlait d'EDF tout à l'heure avec l'ouverture à la concurrence 2005-2007. Et c'est vrai que le dernier de la classe, c'est l'assurance. Pourquoi c'est le dernier de la classe? Parce que le monde de l'assurance est très enfermé. On ne va pas donner de nom, mais qu'on soit une mutuelle, un banque assureur ou une grande assurance, on vit dans son vase clos. Il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas, voilà, chacun fait son modèle. Et la France était déjà l'un des derniers pays européens à encore faire cette petite carte verte que tout le monde mettait précieusement sous son pare-brise. Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis le 1er avril 2024, vous n'avez plus besoin de mettre votre vignette sous le pare-brise, puisque depuis le 1er janvier 2019, le ministère du Transport et de l'Intérieur ont un serveur dans lequel tous les assureurs se connectent tous les 24 heures et on met votre plaque d'immatriculation. Et à côté, voilà. Donc, ça peut faire sourire des gens dans les télécoms ou dans la banque, mais c'est quand même une révolution dans le monde de l'assurance pour aller presque en temps réel, que tout le monde aille vers une base de données. J'ai bien dit tout le monde, pas des petits groupes particuliers, mais tout le monde aille vers ça. Et on est dans une révolution aussi parce qu'on supprime finalement la matérialité. On voit bien, pour ceux qui suivent sur ces sujets-là, on a le e-permis qui arrive aussi en France, on a la e-carte grise qui arrive aussi sur ces sujets, et arrive au niveau européen. La commissaire européenne défend le beefsteak sur ce sujet qui s'appelle FIDA, qui est l'Open Insurance, qui est un peu la dérivée de ce qu'on a connu dans la finance, qui est l'Open Finance, qui permet, c'est très intéressant, pour un client, un peu comme un mode consentement mode, comme un cookies, de décider dorénavant de donner toute l'entièreté de son historique d'assuré auprès de son nouveau. Donc demain, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Benoît d'EDF, mettre de l'argent dans le sable sur la pure branding, je pense que ça, pour moi, c'est fini. Et donc, on est vraiment pour aller chercher la performance, le LTV sur CAC, etc. Et donc, par rapport à tout ça, cette open insurance, cette capacité, ça veut dire que demain, sur un sujet qui n'est pas très passionnant, qui est l'assurance, un nom, un prénom, une plaque d'immatriculation, et vous serez assuré, et vous aurez une capacité d'avoir pour vous votre dossier. Vous aurez tout l'historique, ce que vous avez vu comme sinistralité, etc. Et puis c'est très important parce que souvent l'IA, c'est la fraude. Dans le monde de l'assurance, c'est extraordinaire. Je vous assure, vous pourrez presque venir tous une journée si vous voulez, je vous invite, pour voir comment c'est simple. On prend une voiture, allez, on se met une petite rayure et puis hop, voilà un sinistre. Et tous les jours, c'est ça. Tous les jours, on regarde à peu près, ça prend 10 secondes de prendre en photo sa voiture et de s'amuser à lui faire une rayure pour faire une fausse déclaration. Et donc, c'est vrai que cette partie-là, donc ce qu'on appelle l'OCR et puis donc la capacité d'entraîner
des modèles. Eh bien, pour vous montrer les limites, parce qu'on dit que c'est beau, mais heureusement qu'il y a encore des limites technologiques, eh bien, si vous voulez coincer quelqu'un, vous lui demandez de la prendre sous 2 angles. Et là, l'IA est perdue. C'est-à-dire qu'avoir la même voiture avec la même fissure ou en tout cas claims sinistre sous 2 angles différents, et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Après, il y a des modèles. On travaille avec des acteurs comme Zelrose dans l'OCR et tout, mais là, il y a des limites aujourd'hui où on voit que nous aussi, on utilise l'IA dans la com, on peut faire des très jolis films, etc. Mais quand vous demandez, entre guillemets, la même scène sous 2 angles différents, ça ne marche pas encore bien. Donc vous nous expliquez que l'intelligence artificielle sert à la fraude, mais sert à lutter contre la fraude également. C'est l'intérêt. C'est le problème, c'est que là, le consommateur, l'assuré, il est presque plus fort que l'entreprise, quoi. C'est ça, c'est un peu le chat et la souris sur ce sujet. C'est vrai que nous, dans une petite boîte comme la nôtre, on est 80 pour gérer un peu plus de 350 000 clients. Il y a 8 personnes dédiées sur les 40 à la tech, à la data. Donc c'est à la fois très riche, mais c'est aussi le sens de l'histoire. Et quand on pense à l'open insurance, on voit une révolution comme on a connu en 2007 avec les télécoms ou autres. Mais oui, la fraude, c'est continuel. Elle démarre finalement dès la souscription, puisque ce qu'on essaye de faire nous face à la fraude, c'est non pas d'assurer uniquement un contrat, mais la voiture avec la capacité, ça c'est très intéressant, c'est pas de l'IA, mais c'est le mobile, de prendre les photos d'un mobile et pas les télécharger. On peut vous géolocaliser, donc il y a plein de choses aussi. Je pense que l'IA, c'est dans une chaîne de valeur. C'est pas l'IA la chaîne de valeur. C'est l'IA est dans une chaîne client, dans une chaîne technologique, dans une chaîne data. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en effet, ça coûte beaucoup d'argent. En France, le marché français de l'assurance auto, c'est 21 milliards d'euros de primes. Le marché de l'habitation, c'est un peu plus de 11 milliards. On estime qu'on a entre 7 et 10% des sinistres qui sont des fraudes. Donc ça fait 700-800 millions d'euros. Ça fait quand même un peu de sous. Et quand malheureusement on est condamné à augmenter, et pas pour s'en mettre dans la poche, mais parce que le déséquilibre technique des ratios de sinistres sur prime, à peu près 7 à 8% malheureusement tous les ans, eh bien, si on est tous collectivement à la fois citoyens et technologiquement évolués, on peut aussi éviter au budget des Français d'augmenter pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup Christophe. Merci. On aurait pu continuer longtemps avec vous. Merci. On va continuer, on a parlé d'assurance et on a beaucoup parlé d'automobile. On va continuer justement avec le secteur automobile, avec Vincent Gobert, qui est directeur Customer Experience 2.0, donc de chez Nissan, pour toute la région Afrique, Moyen-Orient, d'Europe et Océanie. Bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour à vous. Alors, sur le magazine, vous trouverez en interview quelqu'un qui travaille avec Vincent, c'est Coralie Musi, qui est vice-présidente de la marque et des Customer Experience de toute la même région chez Nissan. Vincent, vous avez fait la gentillesse de venir. Ce que j'ai découvert en préparant toujours, c'est que acheter un véhicule aujourd'hui, c'est le deuxième achat le plus important dans les foyers français. Mais en même temps, on est sur un marché qui est de plus en plus complexe, avec les véhicules thermiques, les véhicules électriques, etc. Et donc, le public a peut-être un peu plus de mal à s'y retrouver. Donc, la question que je voulais poser, c'est est-ce que l'IA est une solution aujourd'hui pour simplifier justement la vie du public ? Oui, en effet. Donc, après la maison, l'automobile, c'est le deuxième achat le plus impactant. On a parlé d'assurance. On a des technologies qui sont complexes, puisqu'on parle d'hybridation rechargeable, d'électrique, 100% électrique. On a aussi le prix des véhicules qui a augmenté avec les technologies. Donc aujourd'hui, on a des solutions de financement, 60%, je disais dans la presse hier encore, 60% du financement des véhicules en France se fait via LOA, donc location avec option d'achat. Donc on doit expliquer à un client qui est peut-être pas amateur d'automobile, je ne sais pas combien de personnes d'entre vous ont acheté une automobile dernièrement, hors voiture de fonction, donc qui ne sont peut-être pas amateurs d'automobile, c'est quelle est la technologie, quels sont mes besoins et comment je dois l'acheter. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a défini que l'IA était un outil hyper puissant pour nous, pour fluidifier le parcours client dès la découverte des besoins, donc sur les plateformes digitales. Donc on en parlera, mais on a utilisé effectivement des bots via GenAI, des bots conversationnels qui nous permettent d'éluder les questions des clients et de préparer réellement, de répondre aux besoins des clients. Le deuxième aspect de ça aussi, donc on a fait un framework, on a décidé que c'était aider à la compréhension, aider au choix, demain aider à l'achat, et potentiellement, c'est un peu notre North Star, on va dire, on voudrait pouvoir aller sur de l'agentic AI où le bot va aider à faire des actions pour et au nom du client et du prospect, donc ça c'est un peu le rêve. Mais déjà sur les deux premiers aspects qui est le choix et l'aide à la décision, à la comparaison,
on a des résultats qui sont hyper pertinents. Et ce que ça nous permet, en fait, c'est de donner une information au client, mais aussi dans le langage que le client attend. Et c'est ça qu'a apporté GenAI, c'est qu'en fait, on arrive à parler au client, mais dans son langage. Je prends juste un exemple. Nous, quand on va vous parler de volume de coffre, on va vous donner des dimensions du coffre. En fait, un client, ce qu'il attend, on parlait d'IKEA. Donc, moi, je joue souvent quand je teste nos bots. Je demande si je viens d'acheter un canapé chez IKEA. Est-ce que ce canapé rentre dans mon véhicule? L'IA va vous expliquer que selon ses calculs par dimension, effectivement, on va pouvoir rentrer le canapé dans le véhicule choisi. Donc ça, c'est des exemples. C'est aussi parler le langage du client et pas notre jargon très technique dans un univers d'achat qui fait très très peur. Le panier moyen automobile, on parle d'un véhicule, c'est 30 000 €. Donc effectivement, à notre échelle, c'est quand même des achats qui sont très engageants. Vous êtes un groupe, je disais, enfin vous couvrez pour Nissan un certain nombre de pays. C'est un groupe international. Vous êtes donc implanté dans de nombreux pays. Ça veut dire que vous communiquez auprès de clientèles différentes, avec des cultures différentes. En quoi l'intelligence artificielle vous offre des possibilités au niveau de la déclinaison, de l'adaptabilité des contenus? Ouais, effectivement, on a parlé de coûts et d'optimisation, de time to market, de traduction. Donc la traduction, quand vous devez traduire une campagne, la déployer dans 140 pays, effectivement, c'est évident que l'IA elle nous aide à être beaucoup plus efficace. Non seulement le time to market, mais aussi le coût, pour être honnête. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'adaptation des visuels, des campagnes en fonction des supports. On a parlé de Phygital ou d'expérience omnicanal. Aujourd'hui, nous, on a le website, on a la voiture, on a les applications, on a le concessionnaire, donc on a aussi des franchisés, des concessionnaires automobiles. Et donc tout ça, c'est autant de supports qu'il faut adapter, les messages, les créatifs, les formats. Et pour le coup, l'IA, pour nous, c'est un outil qui est exceptionnel en termes de coût, mais aussi, c'est pas que de coût, mais aussi de pertinence. Je vous donne un exemple. On produit des véhicules en Inde, un petit véhicule. Ce même véhicule, on le commercialise en Afrique du Sud, on le commercialise à Dubaï. Et en fait, je ne peux pas prendre la campagne indienne et l'appliquer totalement dans ces pays-là. Ça n'aurait pas de sens, ce n'est pas pertinent. L'IA nous permet d'une manière économique, mais pas que, d'être vraiment adapté aux besoins du client et de parler le langage du client, alors qu'on avait l'habitude de dire, OK, j'ai une campagne core et puis je la déploie partout. Je vais juste la localiser simplement, la traduire. L'IA nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. Un aspect qui est important chez vous, j'ai compris en échangeant avec Coralie, c'est quand même, on a beaucoup parlé de technologie, d'intelligence artificielle, c'est quand même la place de l'humain dans tout ça. Ouais. Peut-être parce que cet achat de véhicules est un achat important. Ouais. Et vous avez mis en place un programme, je crois, Nissan Ambassadeur. Oui, exactement. Ouais, on en a parlé, je pense que c'était intéressant, enfin, j'ai beaucoup appris ce matin. L'IA, c'est un outil. Donc l'IA, pour nous, il nous permet de refocaliser nos ressources sur les tâches à valeur ajoutée. L'IA va nous permettre de faire cette découverte, mais en fait, l'IA, il a aussi tendance à normaliser. Enfin, je pense que la peur de tout directeur marketing, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va faire que moi, Nissan, je vais parler de manière différente que mes concurrents? Et pour nous, en fait, c'est l'humain. On a parlé d'achat engageant, émotionnel, et l'humain doit rester au centre de la préoccupation, mais j'aimais beaucoup ce qui avait été dit sur l'efficacité. Ça nous permet de concentrer nos forces de vente ou nos agences ou nos plateformes de call center sur, en fait, sur la relation avec le client et les prospects. Et typiquement, on sait par exemple de nos bots, aujourd'hui on a 3 ou 4 échanges sur nos bots conversationnels sur nos websites, et aujourd'hui on est en train de travailler sur le lien, de pouvoir faire le lien à un moment donné avec le client en fonction en fait, de ce qu'on va détecter, des signaux. On va pouvoir faire le lien avec notre call center, et là parler à un humain sur des sujets qu'on n'aura pas couverts avec le bot ou pour convertir. Et là on va pouvoir faire du chiffre additionnel. Donc pour nous, c'est vraiment, ça vient en complémentarité, et on pense aussi que c'est ce qui nous permettra de nous différencier par rapport à tout le monde, on va dire, et ne pas normaliser la relation via l'IA. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Je vous laisse retourner à votre place. On va enchaîner avec Olivier Pribil, directeur marketing produit et e-commerce du PMU. Bonjour Olivier, installez-vous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, l'intelligence artificielle, chez vous, c'était quasiment inexistant dans le marketing jusqu'à septembre 2024, donc il y a un an à peu près. Et vous avez une opportunité qui s'est offerte à un moment donné pour faire la bascule, on va dire, ou en tout cas commencer à intégrer l'intelligence artificielle. C'est la relance du poker en ligne. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, comment vous avez procédé? Oui, c'est intéressant. Et quand on a échangé sur l'IA, je voulais vous partager un peu la manière dans laquelle on est rentré dans ce levier-là.
au sein du PMU, PMU que je ne présente pas, mais qui est le leader du pari hippique aujourd'hui, mais pas que, puisque lorsque avec les équipes, on a repris les équipes marketing il y a quelques mois, on a décidé de relancer nos activités de diversification de l'entreprise et donc de se relancer sur le poker et sur le pari sportif. Donc le poker, c'est fait depuis maintenant quelques mois. Le pari sportif, vous pourrez voir ça l'année prochaine à Horizon Coupe du Monde. Le sujet qui s'est mis face à nous, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous relancez une activité et qui sont des activités, notamment comme le poker, à très faible marge, sur une activité poker, il faut imaginer qu'un opérateur prend 4% et c'est son chiffre d'affaires. Et après, il faut dégraisser tout le bas pour arriver au résultat net. Donc, c'était des activités qui nécessitent une vraie précision dans le travail du PNL. Et évidemment, pas beaucoup de moyens et relancer une activité avec beaucoup d'ambition égale, tiens, si on avait regardé ce que l'IA pouvait nous faire et comment ça allait nous aider, d'abord créativement, puis après d'un point de vue média. Et donc, on est rentré par la créa. Et on est aussi rentré par la créa puisque au sein des équipes marketing, on développe, on a une agence interne. En fait, l'équipe marketing a créé une agence interne qui, donc on a des designers, on a des stylistes, on a des réalisateurs qui nous permettent de quasiment faire la totalité de nos productions marketing au sein de la maison. Et donc, on a mis entre les mains de nos designers des outils d'IA et on a commencé à travailler comme ça. Le travail, il a d'abord été à tâtons. Ça sert à rien. Enfin, moi, je ne crois pas beaucoup aux grandes formations de je mets tout le monde en formation, vous allez voir comment ça marche. Non, il faut prendre l'outil, il faut créer, il faut se planter, il faut se ramasser, il faut créer des choses et ainsi de suite. Et donc, pendant quelques mois, on a d'abord accoutumé les équipes de design et de créatrices à l'outil pour arriver à faire en sorte que les équipes comprennent que cet outil était un outil qui allait les aider dans leur quotidien et non pas les remplacer. C'était un outil qui allait quelque part augmenter la capacité marketing et créative des équipes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer les premières campagnes d'acquisition et de display sur le poker. Et très clairement, aujourd'hui, on a une bonne maturité puisque l'ensemble des campagnes d'acquisition, qu'elles soient sur la partie hippique, poker et paris sportifs, sont créées avec de l'IA. Et on utilise un certain nombre d'outils et presque des outils pour parler à d'autres outils puisque on en reviendra peut-être sur le sujet, je ne sais pas, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça augmente effectivement nos capacités créatives, ça c'est tant mieux, ça fait baisser nos coûts, et tant mieux. En revanche, il y a un truc sur lequel on ne déroge pas et ça ne change rien l'IA sur ce sujet-là, c'est qu'il faut savoir briefer. Et que là, vous êtes tous des directeurs marketing ou des créateurs de contenu. Très clairement, you get what you brief. Et c'est pareil avec une IA. Vous racontez n'importe quoi, vous avez un truc pourri, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous avez un truc pourri. Par contre, si vous savez ce que vous voulez obtenir et que vous briefez bien, là, vous avez quelque chose d'intéressant sur lequel vous pouvez bosser. Et le sujet qu'on a eu, nous, qui était très difficile, c'était de se dire, on commence naïvement de manière pratique, tiens, on va se prendre un mid-journée, on va se prendre un chat GPT, on va commencer à faire du prompt. Et puis, on se rend compte qu'en fait, chaque IA, chaque modèle LLM a sa manière de communiquer et d'interagir. Et c'est là que on a utilisé des modèles pour parler à d'autres modèles. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, quand on travaille avec FreePic, avec Midjourney par exemple, on fait des prompts, on fait des briefs avec ChatGPT. Et on lui dit, crée-nous un prompt sur ça, pour ça. Et derrière, ça nous a permis, nous, très vite, de pouvoir embrasser l'ensemble des modèles, puisque là, je vous ai parlé de ces 3 modèles-là, mais dans 15 jours, il y en a d'autres et on passera aux autres. Mais il faut que du coup, arriver toujours à briefer correctement parce que c'est le nerf de la guerre créativement. Et puis après, on travaille comme on sait faire d'un point de vue design. Vous avez commencé sur la partie créa. Vous l'avez étendu, vous l'avez dit, à vos différentes activités aujourd'hui. C'était le poker en ligne, après les courses hippiques, les paris sportifs. Après, vous êtes passé sur la partie média, donc comment piloter la diffusion de ces contenus. Quelque chose d'intéressant, vous m'avez dit, il y a quand même un truc qui vous pose question, c'est le côté boîte noire aujourd'hui avec l'IA. Vous m'avez dit, il y a quand même un truc où on a besoin d'y voir peut-être un peu plus clair dans la maîtrise de l'outil. Non, mais le sujet, il est toujours en création, j'ai envie de vous dire, voilà, je sais que là, on arrive sur certains niveaux de création à avoir un niveau de qualité qui est conforme à ce qu'on attend par rapport au retour sur investissement que l'on veut obtenir. On a des modèles maintenant vidéo qui vont être de plus en plus performants. Et moi, ce que je retiens, c'est que quand on faisait du motion avec à l'ancienne pour mettre en avant par exemple des chevaux, c'est compliqué à faire en motion. Il y a les poils, il y a l'allure, il y a le regard. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous prenait 48 heures
en modélisation sur un Mac, ça nous prend 48 secondes. Donc évidemment, là, tu vois, c'est canon. Sur le média, c'est là où j'ai plus de précautions aujourd'hui. Non pas parce que je ne veux pas dire que j'y crois pas, bien au contraire. Aujourd'hui, avec notre agence H79, on a réussi à réintégrer des portions d'IA pour répondre à des problématiques comme tu en parlais sur notamment le CRM, mais aussi l'acquisition. Parce que, évidemment, on parlait de RGPD. Moi, j'ai aussi un autre sujet, c'est que je ne dois absolument pas toucher les mineurs dans mon activité. Et donc, on se retrouve avec des modèles d'acquisition classiques type Google ou sur Facebook qui sont parfois limités. Limités pour aller chercher les perles rares de certaines typologies de clients et aussi adresser, je dirais pas le bon message au bon moment, mais c'est surtout utiliser le levier le plus pertinent au bon moment. Dans notre activité, évidemment, il y a des moments où il faut que je pousse certains messages sur certains, on va dire, leviers qui sont plus importants pour générer un clic et une conversion. Et là, effectivement, on a vu une vraie amélioration cette année avec les outils qu'on a exploités et qui sont des outils internes à l'agence. La seule question, et c'est pour ça que je te disais ça, c'est que la question que je me pose, c'est ce modèle-là est-il reproductif maison en interne? Nous, on venait sur le point de commencer une internalisation média au sein de l'entité. Elle est aussi, et on parlait de, je cherche du regard, je ne sais plus où était le patron de Léo Caire, mais c'était sur la partie effectivement data. Aujourd'hui, on a fourni à notre agence la data dont on dispose et au niveau de qualité dont on dispose. J'ai bien dit au niveau de qualité que l'on dispose. C'est-à-dire, c'est pas pour moi l'optimal. Et la question est de savoir quel est le niveau de qualité qu'on doit obtenir pour obtenir un certain niveau de performance derrière en médias et qu'est-ce qu'il y a dans ces outils médias des agences. Moi, je ne les connais pas, je ne les ai pas ouverts. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la vraie optimisation du trading et derrière avec tout ce qu'on peut obtenir comme performance. Et donc, est-ce que c'est de l'humain? Est-ce que c'est quelle est la part d'IA dans la performance? C'est la chose pour laquelle je suis aujourd'hui un peu perplexe. Et encore une fois, voilà, je vous ouvre ma vision, c'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter toujours le bullshit avec l'IA. Tout le monde dit on fait de l'IA, ouais, tu fais de l'IA, ouais je fais de l'IA, tu fais de l'IA, ouais je fais de l'IA, c'est génial. On fait de l'IA, on fait tous de l'IA. C'est vrai, mais il faut, je pense, savoir qu'on est tous en train de créer notre relation avec ces outils-là. On est en train de performer au niveau où on performe, c'est-à-dire petit à petit. Comme je te dis, voilà, au niveau de la créa, je pense qu'on sait pas mal ce qu'on est en train de faire, mais je reste très modéré sur les hurrahs, mais je sais que ça nous a permis d'atteindre des niveaux, on va dire, ces créas-là qu'on fait en acquisition en display, combiné à ce qu'on a pu améliorer avec notre agence sur la partie trading, ça a contribué à améliorer nos coûts d'acquisition de 30%. J'ai dit ça a contribué. Je ne suis pas capable de savoir quelle est la part liée à l'IA. Ce que je sais, c'est que on s'est amélioré sur la data, on s'est amélioré sur l'IA, on s'est amélioré sur la politique de trading, on s'est amélioré ici sur des sujets qui sont tout simplement des sujets de front sur nos sites et nos apps. Mais tout cela, en tout cas, a contribué à une meilleure performance et c'est ça que je retiens. Et avec une équipe qui a embrassé l'IA plutôt positivement parce qu'encore une fois, on a mis les outils dans leurs mains et on leur a expliqué que ce n'était pas pour les remplacer, que ce n'était pas pour dire que toi tu faisais qu'un job sur du traitement de données et c'est nul, tu verras l'IA elle va faire ton truc et ton job à la place. Non, c'est comment on a réussi à amplifier et à démultiplier les capacités et les talents grâce à l'IA. En tout cas pour le démarrage et cette année qu'on a passée avec l'IA au sein du PMU, ça prend plutôt forme positivement et en ce sens. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Merci beaucoup. On va finir avec Tristan Eringer. Bonjour Tristan, installez-vous. Vous êtes directeur marketing d'Unibail Rodamco Westfield. Bonjour Merci Didier. d'être venu. Et alors, nous, on était intéressés de vous avoir parce que actuellement, je ne sais pas si vous avez vu une campagne Westfield affichée dans le métro, je crois, dans pas mal d'endroits. Et c'est une campagne 100% intelligence artificielle, 100% IA, de la conception et de la réalisation. Donc, comment en êtes-vous arrivé là ? Juste, oui, pour donner un peu de contexte. Donc, nous, Westfield, c'est les centres commerciaux. Donc, on est présent en France avec Westfield Forum des Halles, les Catan, Vélizy, mais on est aussi présent à l'international.
Westfield Century City à Los Angeles, Westfield World Trade Center à New York. On est présent donc dans 12 pays dans les États-Unis. Et donc, dans ce cadre-là, une partie de mon travail consiste à donner du matériel publicitaire aux régions pour les aider à faire leur publicité. Et donc, effectivement, en France, aujourd'hui, vous avez un exemple de campagne dans le métro. Alors, comment ça s'est fait ? Par le hasard de la vie. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai rencontré un garçon qui est fondateur d'une agence qui s'appelle Refreshment Club, qui m'a montré ce qu'il faisait sur l'IA. Et j'avoue que j'étais assez bluffé, assez étonné. Et j'ai eu envie d'essayer. Comme moi, en parallèle, je travaille avec mon agence Rosa Paris, qui appartient au groupe Havas, et qu'on venait juste de refondre notre plateforme de marque. C'était le bon moment pour essayer, en tout cas, de faire cette production avec une agence spécialisée en IA. Et alors, vous avez cité votre agence. Ça veut dire comment, quand on se lance dans ce travail, comment on travaille avec l'agence, comment on l'associe. Est-ce que c'est tout d'un coup, toi, tu te mets de côté, on va faire notre truc, ou racontez-nous un peu le process. Ouais, c'est un gros boulot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'IA, c'est magique, c'est un outil magique, et puis qu'en 4 prompts, sans être un pro, on arrive à produire des campagnes vraiment publicitaires. Ça reste un attelage de talent et d'humains. Donc déjà, le premier sujet que moi j'ai eu à résoudre, c'est elle est où la direction artistique ? Parce que quand vous travaillez avec une agence d'exécution en IA, c'est pas là quelle est la direction artistique. Vous avez souvent des très bons techniciens, des gens qui vont vous aider à faire des excellents prompts, mais la direction artistique, en revanche, il fallait résoudre ce point. Et c'était assez évident que c'était Rosa qui m'apportait cette direction artistique, cette vision créative, les concepts publicitaires, et qu'on a plus derrière été amené à utiliser l'agence Refreshment Club, donc spécialisée en IA, plus dans une logique d'exécution. Je suis un peu d'accord avec ce que disait Olivier, l'interveneur précédent. Tout dépend de la qualité du brief. Et donc, c'est la qualité du brief, justement, qu'on a été amené à énormément muscler avec Rosa. Donc, ça veut dire que là, c'est l'agence, les compétences de l'agence dont vous avez besoin. Il faut continuer à travailler avec elle. Ah oui, ça, je rassure toutes les agences. Les agences resteront absolument indispensables. Toujours pour guider cette question de la direction artistique, en fait. Et alors, vous m'avez expliqué, quand on échangeait en amont, vous m'avez dit on peut croire que l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps, etc., et qu'on donne 3 ordres et que ça va prendre quelque chose. Et en fait, vous m'avez dit les visuels qu'on a sortis et les créas qu'on a, c'était 700, 800 prompts. Il a fallu retravailler en permanence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de pro. C'est-à-dire, moi, je prompte pas. Ça, c'est certain. C'est vraiment un travail qui nécessite énormément d'humains. C'est une chaîne de valeur qui est très longue. C'est-à-dire que finalement, on prépare ces productions exactement comme on prépare des productions traditionnelles. C'est-à-dire en faisant des pre-production meetings, pour ceux qui sont habitués à ce genre de termes, les PPM, dans lesquels on clarifie avec des maquettes, avec le stylisme, avec des photos qui sont des moodboards, des objets qu'on veut représenter. Donc c'est vraiment un travail qui est très profond avant d'aller briefer l'IA. Si on ne sait pas exactement ce qu'on va aller faire dans l'IA, on est sûr de se prendre les pieds dans le tapis, parce que ça nous est arrivé au début, il a fallu qu'on apprenne sur des nouveaux process. Mais en revanche, quand on arrive à mettre en place cette organisation, on gagne effectivement un peu de temps, mais je ne dirais pas que c'est ça le vrai avantage. Le vrai avantage, en fait, c'est la liberté créative que ça nous donne. C'est-à-dire quand vous faites des productions dans la vraie vie, vous êtes quand même limité par ce que vous pouvez faire. Là, c'est vrai que ça nous donne un territoire d'expression, un territoire créatif qui est plus large, et c'est en ça que c'est très appréciable. Vous m'avez même confié, vous m'avez dit, s'il y en a un qui a gagné du temps dans tout ça, c'est peut-être moi. Ah ouais, moi, ma vie a changé. Ma vie a changé. Oui, parce que c'est vrai que les productions en réel, ça peut être très stressant. Ça prend beaucoup de temps. Et surtout, la différence, c'est qu'il faut vraiment attendre le dernier moment, au moment où tous les éléments sont mis ensemble, sont assemblés pour savoir si l'idée qu'on avait au départ, elle fonctionne ou pas. En IA, ce qui est différent, c'est qu'on va tout de suite voir si notre idée de départ fonctionne, mais en revanche, on va mettre beaucoup plus de temps à aller ce que j'appelle visser, c'est-à-dire vraiment finaliser les choses, avec toujours des risques de temps en temps que quand on vienne retoucher dans le cadre du process, ça vienne péter des choses sur lesquelles on était déjà content. Donc, c'est une façon de procéder qui est différente. Mais qui a quand même beaucoup d'avantages, oui. Qui n'est pas beaucoup moins cher parce qu'il y a tellement d'humains qui sont dans cette chaîne de valeur que ce n'est pas des économies qu'on est allé chercher. C'est plus
une capacité d'expression créative. Un potentiel créatif supplémentaire. Ouais, absolument. Merci beaucoup Tristan, merci à vous. Merci. Samira, je vous fais revenir, vous allez nous dire un peu ce que vous avez retenu de ces présentations, ces échanges avec ces 9 directeurs et directrices marketing. Quelles sont les grandes tendances que vous avez pu relever ? Alors déjà, je pense qu'on peut confirmer ce que Didier nous a dit au début. Tu nous as dit les Français sont champions et n'ont pas à rougir, nos responsables marketing. Je crois qu'on en a eu une belle illustration, donc bravo à tous. Moi, ce que je retiens, c'est, vous savez, dans la sociologie de l'innovation, on dit il y a 3 temps. Il y a le temps des promesses. Alors, on l'a tous connu, hein, quand ChatGPT est sorti, ça va être magique, tu en parlais Tristan, c'est super, ça va remplacer les humains. Donc ça, c'était le temps des promesses. Sur l'IAGEN, c'était peut-être il y a 2 ans. Ensuite, il y a le deuxième temps qui est le temps des usages. Et on le sait, nos entreprises en France, elles ont testé, elles ont essayé. On l'a vu avec vous, hein, on s'est lancé. Alors, on a échoué, parce qu'on n'en a pas parlé ce matin, mais oui, on a échoué, on a raté, on s'est relevé et on a essayé de nouveau. Donc ça, c'est le temps des usages. Et le troisième temps de l'innovation, c'est le temps des résultats. Et moi, ce que j'ai bien aimé ce matin, et c'est un peu nouveau, je pense qu'on est très nombreux à faire plein de salons, plein de lectures, mais on voit rarement des résultats chiffrés. Et ce matin, vous avez été nombreux à nous partager des résultats chiffrés. J'ai en cité quelques-uns, mais j'ai entendu le 71% chez Accor. J'ai entendu EDF, gain de raccrocher de 15%, 7 points de 7 en plus. J'ai entendu Ikea, plus 12% d'acheteurs. Et ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, on a des résultats. Et l'IA, c'est plus que des grands discours, hein, c'est plus des promesses hyper abstraites. C'est concret, c'est pragmatique, c'est un outil de transformation de la relation client, des parcours d'achat, de la personnalisation. Et on voit que ça peut être aussi des gains de coûts, on en a parlé, et tant mieux, hein, de l'argent que l'on peut investir par ailleurs. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'on est véritablement dans des projets opérationnels, concrets, pragmatiques, et on arrive aujourd'hui à démontrer l'efficacité par des résultats chiffrés. Ça, c'est assez nouveau, parce qu'on avait l'habitude des grands discours, donc bravo à tous. Moi, j'entends aussi de l'enthousiasme. Finalement, il y a des hommes et des femmes, hein, derrière ces projets. Et on l'a beaucoup rappelé, l'IA n'est pas là pour nous remplacer, la technologie n'est pas là pour nous remplacer, elle est là à notre service, hein, pour l'ambition que l'on porte, hein, et que l'on incarne. Nous, à la Poste, c'est ça qui nous anime en fait. C'est les hommes et les femmes qui sont passionnés, qui ont envie d'explorer. Donc moi, j'ai envie de vous partager aussi un projet que nous avons mené, c'est Studio IA. C'est une nouvelle offre qu'on a lancée à Vivatech. Je le disais en introduction, nous, on surfe sur toutes les vagues. Donc quand l'IAGEN est sorti, on s'est dit, mais il faut qu'on explore comment on peut aider nos clients à être beaucoup plus créatifs, plus performants, à étendre le champ des possibles. On en a parlé. Donc Studio IA, c'est quoi? C'est un outil qu'on met à la disposition de nos clients, directeurs marketing, communication, CRM, pour faire des courriers publicitaires. Alors on utilise la puissance de l'IAGEN avec les meilleurs LLM du marché et on l'entraîne avec les données postales. À la Poste, on a la chance de travailler des campagnes pour tous les secteurs d'activité, toutes les tailles, hein, le middle market, les PME, les ETI, les grands comptes. Et donc, on s'est dit, cette donnée, on ne va pas la garder. Hein. On a parlé un peu de données, donc merci de l'avoir rappelé. On s'est dit, on ne va pas la garder. On va entraîner notre modèle pour permettre à nos clients d'utiliser cet outil et de faire des courriers publicitaires impactants, performants et qui touchent véritablement leur cible. Donc ça, c'est notre dernière grosse fierté qu'on a lancée à Vivatech. Moi, je voulais aussi faire un petit partage d'expérience parce que cet outil, pourquoi on l'a réussi? On l'a réussi parce que dès le début, on a intégré des clients bêta-testeurs et des collaborateurs bêta-testeurs. On l'a beaucoup entendu, mais il faut essayer, il faut être pragmatique, il faut être terrain. Et donc, dès le début, on a embarqué des collaborateurs et des clients pour co-construire avec nous Studio IA. Et je pense que voilà, l'enthousiasme qu'on a entendu ce matin, il montre que la technologie, elle n'est pas là pour nous remplacer. L'IA ne va pas nous remplacer, loin de là. On a parlé beaucoup d'expériences augmentées, elle va nous augmenter. Donc voilà, moi, je voulais juste conclure en disant, bah oui, on est les champions, on peut tous s'applaudir, bravo, parce qu'on est le champion du marketing et de l'utilisation de l'IA. Mais attention, la technologie, elle est là à notre service. Donc j'aurais bien fini sur une petite phrase qui rappelle cette vigilance, hein, la technologie, pas pour la technologie pour la valeur. Alors désolé, elle est en anglais, mais elle n'est pas de moi. C'est technology is the answer, but what was the question? Donc on se repose toujours la question de qu'est-ce qu'on cherche à faire, le pourquoi. Voilà, merci beaucoup Didier. Merci beaucoup Samira, merci à vous. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée à vous.